Oula, la République, elle est en train de prendre l'eau. Je veux dire, littéralement. Ouais, parce que, à ce qui paraît, à Paris, il a plu hier soir, tellement que l'Assemblée nationale a été inondée, comme le montrent ces images de cerveau non disponibles. Non mais moi j'ai toujours dit qu'il pleuvait de fou à Paris, qu'il fallait se méfier de cette ville-là. Mais il n'y a pas que l'Assemblée nationale qui prend l'eau, il y a aussi la défense d'Aurore Bergé et l'industrie européenne. C'est parti pour votre actu réfractaire du jour. Aujourd'hui, on vous parle des derniers rebondissements dans le scandale des crèches privées et de l'implication de la Macronie là-dedans. Alors si vous n'avez pas suivi l'affaire, pas de panique, on va tout résumer. En juin 2022, à Lyon, un nourrisson meurt en ingérant un produit ménager dans une crèche privée. Du coup, l'affaire fait du bruit et les défenseurs du lobby des crèches privées viennent dire sur les plateaux télé que tout ça est évidemment un incident isolé. Mais pendant ce temps, les salariés n'en peuvent plus et sortent du silence. Certains vivent avec une culpabilité parce que les conditions dans lesquelles ils s'occupent des enfants provoquent de la maltraitance. On a donc des journalistes qui saisissent l'occasion et sortent un an plus tard 2 livres enquêtes sur le sujet. Dans ces bouquins, on découvre les cadences infernales dans lesquelles les travailleurs du secteur privé de la petite enfance accueillent les nourrissons et les maltraitances qui en découlent. On y découvre aussi l'obsession des dirigeants du secteur qui veulent absolument combler les places. Parce qu'il faut pas oublier que c'est du privé et que du coup, l'objectif c'est de faire du profit. Donc chaque place qui est pas occupée, pour eux, c'est des profits potentiels qui disparaissent. Sauf que le problème, c'est que ces places, elles sont comblées et que l'effectif, il est pas donné en conséquence. Donc il y a un sous-effectif qui provoque ces maltraitances. On a donc des crèches privées qui deviennent littéralement des usines à bébés. Enfin, pas littéralement, mais t'as compris l'idée. Et pourtant, les parents courent après ces crèches faute de places disponibles. Et cette pénurie, elle a été organisée par le secteur public avec un manque de budget alloué par l'État. C'est pour ça qu'en 2024, ils ont justifié l'ouverture du secteur privé, boosté par des subventions à coût de crédit d'impôt famille. Et maintenant, le secteur du privé représente 25% des crèches en France. Et vous me direz, c'est quoi le rapport avec la Macronie dans cette histoire ? Eh ben, le rapport, il s'appelle Aurore Bergé. Elle était ministre des Solidarités et de la Famille quand cette affaire a éclaté, et elle a déclaré en août 2023 qu'une certaine Elsa Hervy était une copine et serait donc très aidante. Elsa Hervy, c'est pas n'importe qui, c'est la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches. En gros, c'est la chef du lobby des crèches privées. Bon, ça ressemble à des bruits de couloir, mais ça ressemble aussi surtout à un conflit d'intérêts parce que t'as la chef du lobby qui est une pote avec la ministre qui est censée réguler les crèches privées. Donc un peu bizarre quand même. Donc il y a des députés, notamment du NFP, qui lancent une commission d'enquête sur les crèches. Et c'est l'occasion alors de poser la question à Aurore Bergé. En quoi sa pote est si aidante et surtout, quelle contrepartie ça implique. Aurore Bergé dit évidemment qu'il n'y a aucun lien personnel ou intime ou même amical avec Elsa Hervy. Elle dit ça en commission parlementaire, donc elle avait prêté serment en disant qu'elle allait dire toute la vérité. Voilà. Sauf que, pas de chance pour elle, t'as un autre livre qui vient de sortir le 18 septembre et dedans, on a tous les détails avec les échanges d'Aurore Bergé et d'Elsa Hervy. Avec les mails et les enregistrements à l'appui. Et apparemment, les deux ont coordonné leur passage à la télévision pour affronter en équipe le scandale médiatique. Et du coup, Aurore Bergé, elle attend de savoir si le parquet de Paris va la poursuivre pour faux témoignage devant les députés. Une poursuite où elle risque gros, puisque c'est passible de 7 ans de prison et 100 000 € d'amende au maximum. Cette affaire, c'est plus très surprenant en 2024. On est presque habitué à ce que les ministres soient des commerciaux au service de tel business ou de tel cabinet de conseil. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de cette potentielle affaire de corruption ? Tu peux nous dire en commentaire. Allez, on passe au brève aujourd'hui et on va causer économie et on commence par l'industrie allemande. Rappelez-vous, avec la guerre en Ukraine et les sanctions contre l'énergie russe, on présageait d'un ralentissement, voire d'un effondrement de la puissance industrielle allemande. Et qu'en est-il aujourd'hui ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de faire le bilan de certaines entreprises, on va quand même parler avant des tendances de fond pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Alors évidemment, le premier facteur, ça reste le prix de l'énergie qui a grimpé avec les sanctions. Bon, les prix de l'énergie ont une tendance à la baisse en ce moment en Allemagne, mais ça reste quand même trop cher, notamment pour les industries très gourmandes en énergie qui est la chimie et l'acier. L'article des Échos parle aussi d'une gourmandise de l'automobile avec Volkswagen par exemple qui cherche à concurrencer directement Toyota à l'international. Le problème c'est que face à deux produits identiques, le facteur déterminant ça devient le prix qui a tendance à baisser pour se démarquer. Et donc fatalement les marges elles se réduisent, sauf que les marges elles sont aussi bouffées par l'augmentation des prix de l'énergie, ce qui fait que l'industrie allemande s'est piégée elle-même. Et puis évidemment il y a la concurrence avec les entreprises chinoises. Avant elles faisaient
faisaient le sale boulot pour pas cher, hein, mais maintenant elles imposent leur production concurrentielle dans l'acier, dans l'automobile et dans la chimie. Et puis il y avait une stratégie allemande avant qui consistait, vous savez, avec ces pubs là par exemple. Deutsche Zuverlässigkeit. La stratégie c'est de vanter la qualité allemande pour faire gonfler les prix et faire plus de profit par voiture vendue. Mais sauf qu'aujourd'hui les Échos nous dit que c'est un peu compliqué parce que face à la concurrence beaucoup moins chère et face à l'inflation, bon, les voitures allemandes c'est mignon, mais bon, quand on n'a pas le choix on fait autrement. L'énergie, la baisse des marges et la concurrence, ce sont les trois raisons qui expliqueraient les défaites en série de l'industrie allemande. Et là je vais vous citer directement l'article des Échos et je vous mets en image le nom des entreprises que je vais galérer à citer, comme ça si vous voulez resituer un petit peu. Avertissement en série chez les constructeurs automobiles, tabou brisé chez Volkswagen qui devrait fermer une usine en Allemagne, charrette de départ et scission d'activité historique chez BASF, donc la chimie, ou encore chez Continental, implosion dans l'icône de l'acier de ThyssenKrupp, cession du chimiste Covertro Petroli Emirati ADNOC, chute des entrées de commandes, etc. T'as même un super projet à 30 milliards d'Intel en Allemagne pour produire des semi-conducteurs, ça a été subventionné à 10 milliards par l'État, sauf que ce projet il a été reporté. Bon, ça fait quand même pas mal, hein, mais t'as quand même des entreprises qui fonctionnent, hein, notamment Sanofi qui va faire un super projet en Allemagne plutôt qu'en France. Et visiblement aussi, ce qu'on constate, c'est que c'est pas un effondrement, car même si l'énergie est plus chère, les immenses usines elles restent sur place, donc autant les utiliser. Mais il y a une baisse des rentabilités qui petit à petit fait fuir les investisseurs, empêche le développement des usines là-bas et fait réduire petit à petit la production. Des investisseurs qui préfèrent d'ailleurs en général aller aux États-Unis. Alors face à ça, tu as l'Union européenne qui tente de réagir. Elle vient là d'acter une taxe contre les voitures chinoises. En plus des 10% de taxes déjà en vigueur, l'Union va pouvoir ajouter jusqu'à 35% de taxes sur les voitures électriques venues de Chine. L'excuse, c'est que les voitures chinoises d'exportation seraient largement subventionnées par l'État chinois pour proposer des prix qui battent toute concurrence. Ces taxes sont un changement de stratégie de la part de l'Union européenne, avec la reconnaissance de l'économie chinoise comme un rival systémique, prenant ainsi le pas de la stratégie états-unienne accélérée sous Trump qui accentue les sanctions, les taxes et les guerres par nations interposées un peu partout dans le monde pour affaiblir la concurrence chinoise. Mais ces taxes risquent de pas suffire, ce qui laisse présager de nouvelles mesures. Parce que même avec 40% de taxes, certains modèles de voitures chinoises restent moins chers que leur équivalent européen. Puis les industriels chinois ils commencent à investir dans des usines en Europe, eux aussi ils délocalisent, ce qui permettrait donc de contourner ces sanctions. Et en vrai, sommes-nous prêts, nous, à acheter des voitures en Europe malgré le gel de nos salaires et l'inflation? Qu'à la base, si nous on n'achète pas les voitures électriques, ça va être compliqué de rentabiliser toutes ces usines et tous ces investissements. Allez, c'est la fin de votre actu réfractaire. Pensez à vous abonner pour ne rien louper et notamment la vidéo de demain qui arrivera à la même heure. Sur ce, des bisous et à la prochaine.